Merci. Attendez, attendez, vous ne savez pas encore ce qui va se passer. Bonsoir à tous. Vous allez bien? Oui, vous êtes en pleine forme? Il y a l'air d'avoir une bonne ambiance, en tout cas, il y avait une très belle sonorité. J'écoute toujours un peu la sonorité de la pièce, un petit peu pour sentir. À chaque fois, c'est un petit peu différent. Et là, on sentait qu'il y avait déjà quelque chose d'assez joyeux dans la pièce. Moi qui voulais travailler sur des trucs un peu graves ce soir, du coup, je vais peut-être changer de programme, du coup. J'imagine qu'il y a des gens qui sont là pour la première fois, et peut-être pour poser un petit peu le cadre de ces petites soirées que j'ai appelées cabinet public. L'idée, c'est de faire un petit peu des démonstrations d'hypnose en partant de demandes de personnes qui sont dans la salle. Et puis ça peut être l'occasion d'expliquer certains principes d'hypnose. À chaque fois, j'essaie de proposer des choses un petit peu différentes. Parfois, on part sur des choses qui sont plus de l'ordre d'un travail personnel, entre guillemets, thérapeutique, de travail sur les émotions, de travail sur la connaissance de soi. Quelquefois, vers des choses un petit peu plus ludiques ou de la pure exploration. Ça peut être intéressant aussi. En tout cas, l'idée à chaque fois, c'est de proposer une définition de l'hypnose. Et comme c'est un art assez vaste, il y a plein de façons de le définir. Puis comme personne ne sait très bien ce que c'est, on peut le définir un petit peu comme on veut à chaque fois. Je plaisante un petit peu avec ça, et en même temps, c'est vrai, on ne sait pas très bien ce que c'est l'hypnose. On tente de le comprendre, cette méthode-là, mais ça fait partie de ces disciplines qui sont délicates à définir. C'est comme si on devait définir l'art, ou c'est comme si on devait définir, je ne sais pas moi, la conscience ou l'inconscience, et tous ces concepts qui sont un peu vagues. Et quelquefois, c'est tellement vague que c'est ce vague qui en devient la définition. Avec l'hypnose, c'est un petit peu ça. On ne sait pas très bien ce que c'est, mais ça finit par devenir la définition de l'hypnose de ne pas très bien savoir ce que c'est. En tout cas, je pense qu'il se passe pour chacun d'entre nous parfois des sortes de rencontres entre nous-mêmes. Les gens appellent ça rêverie, parfois ils appellent ça introspection. Parfois c'est volontaire, il y a des gens qui vont faire de la méditation pour arriver à ça. Puis parfois c'est involontaire, des gens qui disent « tiens, il s'est passé quelque chose en moi, je ne sais pas très bien quoi ». Et souvent, quand on écoute les gens parler de ce genre d'expérience, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont mettre en mots, c'est qu'il y a plusieurs parties à l'intérieur d'eux. Je pense que vous avez déjà remarqué ça. Quelqu'un qui dit par exemple bah tiens, pendant quelques instants, j'étais pas là. Pourtant, tu me parlais, mais j'étais pas là. Bon, ça sous-entend donc qu'il y avait quelqu'un d'autre. On ne sait pas très bien qui. Du reste, la personne elle-même ne sait pas très bien qui, vu qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle a entendu pendant ce temps-là. Vous savez, quand ça vous est tous arrivé, ça vous parle à quelqu'un, puis la personne fait... Puis en même temps, vous savez très bien qu'elle ne vous écoute pas du tout, qu'elle est en train de penser à quelque chose qui n'a rien à voir. Mais c'est intéressant parce qu'on a ces métaphores-là. La personne dit « j'étais pas là », mais ça veut dire quoi? Qu'elle est partie de son corps et puis qu'elle a laissé le corps faire ça, hein. C'est intéressant, elle est où pendant ce temps-là? Les gens vont dire « j'étais dans la lune, j'étais dans une rêverie ». Ok, ça veut dire qu'ils étaient loin, en tout cas, ils ne sont pas présents dans ces moments-là. Mais même quand on croit être là, il y a d'autres choses qui agissent à l'intérieur de nous. Il y a plein de parties qui font des choses à l'intérieur de nous. Parfois, on a une idée qui nous vient, mais on pourrait se demander d'où elle vient. Il y a bien un truc qui a dû y réfléchir avant. Et puis qui, tout d'un coup, nous la soumet, cette idée-là. Les gens qui disent « je me souviens de quelque chose ». Où est-ce que c'était pendant qu'on ne s'en souvenait pas? On pourrait se poser aussi la question. Est-ce qu'il y a tout d'un coup, comme un petit bonhomme à l'intérieur qui fait « oh, c'est le moment de te souvenir de ça, vas-y ». Par exemple, quand on se réveille juste quelques secondes avant le réveil. Ça m'est arrivé hier matin. Je me réveille, je me dis « tiens, il doit être l'heure ». Clac, ça sonne. Ça vous est tous arrivé, j'imagine. C'est toujours assez troublant, je trouve, quand c'est vraiment à la seconde près. Le moment où on se dit « ça doit être l'heure » et paf, comment ça se fait que pendant 8 heures, mon inconscient devait savoir sans doute que... Enfin, je pense que mon inconscient, il sait ce que c'est une seconde et une minute, en fait. J'ai tellement regardé ma montre à l'école qu'il doit très bien savoir ce que c'est une heure et une minute. Donc il doit être capable de calculer précisément ce que c'est 6 heures, 7 heures, 8 heures ou quelque chose comme ça. Mais c'est toujours assez troublant. Est-ce qu'il y a une partie de nous qui s'occupe de gérer ça pendant qu'on est ailleurs? Et puis même, on va aller vers du comportemental, ça va être la même chose. Quelqu'un marche sur un trajet quotidien et puis il arrive à destination. Puis là, si on lui dit « mais t'es passé par là ou t'es passé par là ?» Parfois, il est bien incapable de savoir par où il est passé. Il dit « bah écoute, je sais pas, je connais ce trajet, je crois que j'étais un peu en mode automatique. » Oh, ça, c'est étrange. Comment on décide de se mettre en mode automatique? Est-ce que la personne se dit à un moment donné « bon, les jambes, vous avancez vers l'endroit ?» Ce qui paraît étrange, c'est quelqu'un qui arrivera à le maîtriser, ce truc-là. Alors, je vous dis ça, en même temps, quand on fait de l'hypnose ou de l'auto-hypnose, par exemple, bah, c'est ce qu'on recherche. Pas seulement que ça se passe tout seul, qu'on soit spectateur de quelque chose, mais qu'on soit acteur de quelque chose. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que à chaque fois, je parle un petit peu des mails que je reçois ou des messages sur Facebook que je reçois. Et là, j'ai reçu un message assez intéressant de quelqu'un qui fait de la méditation
et qui me disait qu'il pensait qu'avec l'auto-hypnose, on était dans une forme de recherche de contrôle de soi et qu'il trouvait ça un peu dommage. C'est vrai que le mot contrôle est un mot un peu fort. Du coup, on a eu un petit échange là-dessus et c'est des thématiques qu'on retrouve assez souvent. C'est vrai que dans la méditation, il y a souvent l'idée de laisser les choses se faire, de justement arrêter d'essayer de tout contrôler. Mais je crois qu'avec l'hypnose aussi, peut-être par un chemin un peu différent, mais je pense qu'on cherche un peu la même chose. Pas à tout contrôler. En tout cas, je ne crois pas que les gens fassent de l'auto-hypnose ou de l'hypnose pour ça, mais à prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de soi et à ne plus être objet de quelque chose, mais être sujet de quelque chose. Alors par rapport à ça, pendant un temps, on a pensé que l'hypnose, c'était une sorte d'expansion de conscience. C'est assez joli comme définition, parce que tout d'un coup, c'est plutôt sympathique. On se dit, tiens, c'est une expansion de la conscience. Je veux dire confiance, mais ça doit se ressembler un peu. Et cette théorie-là, elle venait du fait qu'on n'était pas conscient de tout, mais qu'on pouvait peut-être prendre conscience de certaines choses à l'intérieur de nous et de plus en plus de choses à l'intérieur de nous. Et en même temps, cette définition, on commence à la dépasser parce qu'elle est un peu limitée. Je ne suis pas sûr que ce soit une expansion de la conscience. Je pense juste que c'est une prise de conscience de tout ce qui existe à l'intérieur de nous. Mais pas pour être conscient de tout, mais pour pouvoir dialoguer avec toutes ces parties de nous. Je ne pense pas qu'on puisse être toutes ces parties en même temps. En tout cas, il y a des gens qui disent qu'on peut atteindre ça, mais on ne rencontre pas à tous les coins de rue. Par contre, on rencontre beaucoup de personnes qui sont en conflit intérieur. Ça, je pense que vous l'avez déjà remarqué. Vous savez, des gens, par exemple, qui disent « Bon, j'aimerais changer, mais il y a un truc à l'intérieur de moi qui m'en empêche. » C'est étrange comme phrase, hein, quand on y pense. Il y a Cyril Champagne qui doit être par là, et je sais qu'il aime bien quand on parle de ça. Ah, je te distingue vaguement dans un brouillard, mais je sais que tu es par là. Pour ceux qui suivent les cours d'hypnologie, ça fait partie des thématiques, ça justement, qui est agent à l'intérieur de moi. Quand je dis « je », en fait, qui c'est, et quand le « je » rencontre quelque chose d'autre, qui est cet autre. Donc c'est vraiment des questions qui sont assez passionnantes. Et je crois qu'avec l'hypnose, on va rencontrer les autres, justement, à l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, celui qui ne veut pas changer, ou celui qui a peur. Vous savez, la personne qui a une phobie, par exemple, et qui dit « voilà, j'ai besoin de, je sais pas, de prendre la voiture, mais j'ai la phobie de la voiture. Il y a une partie de moi qui a envie de monter dans cette voiture, puis il y en a un autre qui fait non et qui me crée une bonne angoisse à chaque fois que j'y pense. Moi, j'aimerais bien faire taire cette partie-là qui me crée une angoisse, mais je ne sais pas comment faire. » Et avec l'hypnose, on va plutôt être dans l'idée qu'il ne faut peut-être pas faire taire cette partie-là, parce qu'elle a peut-être une bonne raison de faire ça, mais qu'on peut aller la rencontrer. Voilà, puis une dernière idée avant de commencer à jouer, parce que vous êtes quand même venu là pour ça. Si je vous parle pendant 2 heures et que je fais une conférence, vous allez être un peu déçus. Il faut que je m'arrête de parler quelquefois, je travaille dessus. J'ai un très bon thérapeute familial interne, pour toute ma famille intérieure. Je plaisante, hein, sûr. Mais non, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour parler d'une idée reçue sur l'hypnose et essayer d'en parler un petit peu différemment, souvent dans les cabinets publics, je raconte que l'hypnose, à mon avis, c'est quelque chose qui demande un peu d'entraînement mental et que c'est une très bonne chose d'entraîner son mental, parce que finalement, on n'a pas tant que ça l'occasion de le faire. J'ai échangé assez rapidement tout à l'heure avec un neuroscientifique qui expliquait qu'il allait donner des cours de concentration à l'école. Je trouve ça génial que des personnes qui ont des idées sur les processus attentionnels puissent se transmettre à des enfants. Je trouve ça assez incroyable. Et c'est vrai que ça manque beaucoup, cette éducation à la quoi? Bonne question, j'allais dire à la conscience, c'est pas le mot en fait. Mais en tout cas, cette éducation à nous-mêmes. Comment ça fonctionne à l'intérieur? Qu'est-ce qui se passe en moi quand j'agis? Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que une des choses qu'on voit très souvent sur Internet, c'est, et peut-être même qu'il y a des personnes qui ont un peu cette idée-là, il y a des personnes qui disent « oui, mais si je suis hypnotisable, c'est que je suis influençable et c'est pas terrible ». Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre d'idée. Et à chaque fois, je me dis « mais comment on a pu prendre le problème autant à l'envers » Ça veut dire quoi être influençable? Ça veut dire être capable de prendre de l'information. Et du coup, de la traduire en réaction, cette information-là. Ben, il me semble que si on ne sait pas faire ça, on n'a pas beaucoup de chances de survivre, en fait. Je ne sais pas, moi, si on me présentait 2 possibilités d'être entre quelqu'un qui est très flexible et capable de se réinventer en permanence et un autre être obtus et rigide à la suggestion, je préférerais largement le premier, en fait. Je me dirais, quand même, on doit beaucoup plus s'éclater dans la première version, hein, à moins d'être parfait du premier coup dans la deuxième, mais entre les deux, quand même, l'hésitation, elle n'est pas énorme. Maintenant, bien sûr, je plaisante un peu, mais je sais d'où vient cette idée, on le sait tous, il y a même 2 racines à ça. La première, c'est que, comme on maîtrise déjà pas beaucoup notre esprit, c'est toujours un peu délicat si on a l'impression que quelqu'un pourrait le maîtriser à notre place, évidemment, et ça on peut le comprendre.
Je trouve que l'hypnose, c'est pas ça, mais parfois, malheureusement, elle a été comprise comme ça. Et puis la deuxième idée, c'est justement qu'on nous a mis dans la tête depuis notre plus jeune âge, enfin je crois, il me semble en tout cas qu'on nous a mis ces idées-là, que le conscient devait tout contrôler justement, pour revenir à ce que je disais. Que quelqu'un de libre, de responsable, c'est quelqu'un qui se maîtrisait. Et c'est étonnant, moi je trouve même qu'il y a un culte avec ça, vous savez, des gens qui maîtrisent tout, qui font tout bien, une sorte de culte de la perfection, etc. Avec des méthodes pour être heureux ou des choses comme ça, puis il faudrait être heureux dans la vie tout le temps, etc. Bah, vous voyez ce que je veux dire, et on nous voit un petit peu ça. Alors quelqu'un qui dit « Attends, c'est mon inconscient qui fait le boulot », il y a une sorte de « c'est pas moi du coup ». Donc j'ai pas réussi, donc j'ai pas gagné, donc j'ai pas été fort, etc. Et c'est vrai que si on se met un petit peu en décalage de ça, on se dit bah, est-ce que vraiment il faut être fort, est-ce que vraiment il faut réussir, est-ce que vraiment il faut gagner quelque chose, ou est-ce qu'il y a juste à apprendre à se faire confiance et à se connaître. Et il me semble que l'hypnose est plutôt dans cette tendance-là, pas le culte de la performance, mais plutôt l'envie de la connaissance et la curiosité. Et du coup, ce que je voulais vous proposer, c'est un petit jeu pour commencer. Je vous l'explique un petit peu avant. J'ai vraiment l'idée que, je vous parlais d'entraînement mental, que notre esprit, alors je dis esprit, je dis volontairement pas cerveau, parce que je ne suis pas sûr que les deux soient la même chose. Il y a peut-être des gens pour qui c'est exactement la même chose, peut-être des gens pour qui c'est deux notions différentes. Tiens, c'est un sondage que j'avais fait une fois, mais j'aimerais bien le refaire juste comme ça. Pour qui l'esprit et le cerveau sont une seule et même chose? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ah, un, quand même. C'est étrange parce qu'on vit quand même dans une société où beaucoup de choses nous disent que c'est la même chose. Hein. A priori, c'est même la tendance dominante dans notre société. Je suis très étonné qu'il y ait deux personnes qui lèvent la main. Qui pense que ça n'a rien à voir, esprit et cerveau, que c'est deux notions mais complètement séparées? D'accord, ok. Qui pense que le cerveau est une partie de l'esprit? Alors il y en a qui se disent, j'ai levé la main à la première. D'accord. On va pas faire toutes les variantes, mais il y en a qui sont sans avis sur la question, là, du coup. Oui. Bon, pensez-y cette nuit, on en reparle demain. Bon, c'est vrai qu'on ne se réveille pas tous les matins avec cette question-là, mais en hypnose, en tout cas, on se la pose. Je vous avoue que j'ai aucun avis sur la question, mais j'aime bien toutes les probabilités, je les trouve toutes intéressantes. Peut-être que l'esprit et le cerveau, et à ce moment-là, on est une sorte de bouillie de neurones à peu près bien agencée, et puis c'est plutôt pas mal. Je trouve ça intéressant, en tout cas. Après, j'aime bien aussi l'idée que ça n'a rien à voir et que peut-être que le cerveau est juste une interface ou un truc comme ça. C'est plutôt intéressant aussi comme idée. Est-ce que l'un est une partie de l'autre? Bon, on nous dit maintenant qu'on a des neurones dans tous les organes et que finalement, c'est un peu partout. Et bien sûr, quand je dis cerveau, je ne pense pas forcément au cerveau seulement, mais à tout ce qui est neuronal, etc. Il y a plein de variantes autour de ça qui sont intéressantes. En hypnose, on essaie de ne pas avoir d'avis sur tout ça, parce qu'en fait, c'est très bien de ne pas avoir d'avis sur tout ça, mais ou alors d'avoir l'avis qui convient à la personne avec qui on travaille. Ça a un petit côté escroc comme ça. Vous pensez ça? Je suis d'accord avec vous. En même temps, c'est la théorie de l'hypnose moderne, c'est toujours partir de l'esprit de l'autre et pas du sien. Ce qui est plutôt éthique à mon avis et plutôt respectueux en fait. Alors, je reviens à mon... Je suis en train de digresser là. Oui, entraînement mental. On revient là-dessus. Je pense qu'il y a plein de petits exercices qu'on pourrait tous faire pour développer une ressource qui me semble essentielle, qui est l'imagination. Parce qu'en fait, depuis un petit moment, on sait que notre imagination est parfois plus importante que notre réalité. Ce que j'imagine, en tout cas, peut prendre le pas sur la réalité. Si j'imagine que tu es quelqu'un de gentil, par exemple, ce qui est sans doute vrai, mais je pars avec un a priori sur toi, et je ne te découvre pas vraiment. Cet a priori risque même de teinter ce que tu me dis, et même si tu étais méchant, peut-être que je penserais que c'est quand même de la gentillesse derrière, parce que je suis persuadé que tu es gentil. Bon, pour prendre des exemples plus parlants, le type qui prend un billet d'avion et qui imagine comment l'avion va s'écraser, il est en train de transformer son expérience avec son imagination. Il y en a qui font ça. Ils imaginent tous les problèmes par avance. Si un jour vous voulez vous casser le moral, ça marche super bien. Vous dites, tiens, je vais aller en voyage. Puis là, vous imaginez toutes les horreurs qui pourraient vous arriver. À la fin, du coup, vous ne prenez plus de vacances et c'est super. Mais c'est drôle, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui font ça. Hein. Les gens qui sont un peu dépressifs, par exemple, le font pas comme ça, mais il y a quand même une partie d'eux qui se dit, tiens, là, ça pourrait aller bien, pensons à un truc qui n'est pas agréable tout de suite, ça ramènera dans l'idée de la dépression. Et ce n'est pas conscient, évidemment, mais c'est un processus automatique qui finit par ne plus être perçu, justement, mais qui finit par entraîner les émotions. Donc tout ça pour dire que c'est notre imagination qui va teinter notre expérience.
Et parfois, cette imagination, elle va complètement déformer notre réalité. Alors on le sait, ça crée la subjectivité, ça fait que même si par exemple on entend tous la même chose, on en fera quelque chose qui est différent. Et au fond, c'est quelque chose qui est passionnant et sans doute qui peut être hyper positif. Sauf que quand on est le jouet de son imagination, c'est pas la même chose que quand on joue avec notre imagination. Et il me semble que ça serait intéressant qu'on sache tous jouer avec notre imagination. Du coup, je vais vous proposer un petit jeu comme ça à tous, et puis après on verra, selon la manière dont vous avez ressenti ça, dont vous avez vécu ça, comment on pourrait un peu muscler cette imagination. Les enfants font ça, vous savez, parfois ils jouent à se faire peur, par exemple. Vous l'avez peut-être fait quand vous étiez petit. Moi, je faisais un truc quand j'étais petit, quand j'étais au lit, j'essayais d'écouter les sons, il n'y avait pas de son. Mais je finissais toujours par en entendre un. Il y en a qui faisaient ça quand... si on prête vraiment attention à un son dans le silence. Et là, c'est très mystérieux ce qui se passe, parce qu'on se dit, je sais que ce n'est pas un vrai son, mais je l'ai entendu. Et à un moment donné, on se dit, est-ce que ce n'était quand même pas un vrai son? Puis après, on l'entend une deuxième fois, la plupart du temps. C'est ça qui est très troublant. C'est quand même une hallucination. Mais plus on est à l'écoute, plus on risque d'en entendre. Et à un moment donné, l'imagination et la réalité commencent à se mélanger dans ce jeu-là. C'est comme ça qu'on passe tout doucement de l'autre côté du miroir. Hein. C'est dans le monde du rêve, quand on essaie vraiment de se concentrer sur quelque chose jusqu'au moment où on s'aperçoit que cette concentration, elle donne naissance à quelque chose. On le fait là aussi dans plein de moments de vie. Hein. On pense à un souvenir, ça nous ramène dans l'émotion du souvenir. On pense à quelque chose qu'on va faire, ça nous donne l'émotion de ce qu'on va faire. Enfin, c'est quelque chose qui est assez naturel. Mais je crois que les enfants aiment beaucoup explorer ça et que c'est marrant quelquefois en tant qu'adulte de retrouver cette exploration-là. Du coup, je vais proposer ce test. Vous allez, mettez-vous dans une position bien confortable hein, pour le faire. L'idée, c'est que vous soyez bien. Que ceux qui veulent en même temps. Hein, il n'y a pas d'obligation à se faire du bien. Et rassurez-vous, pour ceux qui se posent des questions, ce n'est pas de l'hypnose, c'est juste de l'imagination. Une fois, j'ai un client qui m'avait dit, mais vous savez, j'ai un peu peur de l'hypnose. Je dis, rassurez-vous, on va faire de la sophrologie. Il m'a dit, ah, la sophrologie, ça va. Du coup, on a fait l'hypnose quand même, hein, mais on l'a appelé sophrologie. À la fin, il était très content. Qui ferait la différence de toute façon sans vraiment connaître les méthodes et même quand on les connaît bien, parfois on ne fait pas bien la différence. Donc, pour commencer cette expérience, ce que je proposais, c'est, peut-être qu'ils ont déjà fait hein, cette expérience-là, c'est de prendre une de vos mains et de la mettre comme ça, comme si vous teniez quelque chose, un peu dans la paume de votre main. Et puis l'autre main, vous allez la mettre de l'autre côté, comme ça, comme si, voilà, à l'envers. Vous allez fermer les yeux. Et ce que je vais vous demander d'imaginer, c'est que dans la main qui est tournée paume vers le bas, vous allez ressentir quelque chose qui pousse vers le haut, comme s'il y avait une sorte de matière extrêmement légère et volatile, comme ça en dessous de votre main. Et du coup, la main commence à monter comme si elle était entraînée par quelque chose qui va vers le haut. Essayez de ressentir comment votre imagination est capable de créer cette réaction et cette sensation de votre main qui est attirée vers le haut. Puis dans l'autre main, au contraire, puisqu'elle pourrait tenir quelque chose, cette main, vous allez imaginer un poids très lourd, comme une grosse balle de plomb, par exemple. Sentez le poids de ce poids dans votre main, sentez comme il appuie sur la paume de la main et comme naturellement cette main, du coup, elle commence à être entraînée vers le bas. Ce qui fait que les mains, elles commencent à s'écarter l'une de l'autre. Vous pouvez être attentif à ça et vous demander quelle est la main qui s'écarte le plus de l'autre. Jusqu'où la main qui est légère, elle pourrait monter. Et plus vous comprenez comment votre imagination crée ce mouvement, qu'il soit léger ou ample, plus vous pouvez vous laisser aller pour qu'il se crée encore un peu plus ce mouvement et qu'il devienne ample. La main entraîne le bras. Celle qui descend de plus en plus, comme si elle était pesante et lourde, comme si le bras voulait se détendre en portant ce poids, comme si quelque chose venait appuyer avec un peu plus d'intensité sur cette main. Et quand vous pensez à cette main, ressentez ce que c'est la lourdeur. Mais quand vous pensez à l'autre, ressentez ce que c'est la légèreté. Ressentez ce que c'est de s'envoler presque, avec une main. Comme si cette main cherchait à attraper quelque chose, vous savez, comme si elle allait prendre quelque chose, comme si elle était attirée vers un endroit, vers le haut.
comme si elle allait désigner quelque chose. Parfois même, un doigt se lève, comme pour montrer une direction. Ça peut être étrange qu'un doigt commence à se lever tout doucement. Ça, c'est de l'imagination. Mais en même temps, l'imagination, elle ouvre la porte entre les deux mondes, le réel extérieur et le subjectif intérieur. Le monde partagé dans lequel on évolue tous, avec ses codes sociaux, avec ses habitudes, ses conditionnements. Et puis ce monde intérieur qui est extrêmement flexible, qu'on peut réinventer à chaque fois, qui se rapproche justement de celui du rêve, où la réalité se tord, on peut jouer avec elle, on peut l'étirer. Et être juste à la frontière, un pied dans l'un, dans le monde réel, dans cette réalité partagée, un pied dans l'autre, ce monde interne dans lequel la seule règle, c'est celle qu'on s'impose. Et on pourrait très bien s'imposer une certaine liberté. Ok, maintenant, je vais vous proposer de laisser votre tête, et juste votre tête, se réapproprier cet état normal et rebasculer du côté de la frontière habituelle. Mais imaginez que votre corps peut, avant de suivre votre tête, rester quelques instants à un pied de l'autre côté. Quand vous allez rouvrir les yeux, vous allez regarder vos mains et votre corps. Et dites-vous que pendant quelques instants encore, comme une transition, ces parties de vous restent de l'autre côté, en partie. Vous pouvez ouvrir les yeux, réveiller la tête et le visage. Et puis ensuite, progressivement, vous appropriez le corps et les mains et les bras. C'est amusant, non ?